Oui. Mes félicitations. Vous avez tenu 72 heures. J'ai pas vu le temps passer. Dans ce cas, vous êtes prêts pour la dernière épreuve. Regardez Die Hard 5. Et si je refuse? Je fais péter l'école primaire, qui se situe à moins de 100 mètres d'ici. Je m'en fous, j'ai pas d'enfant. Je fais aussi péter le McDo où tu vas chaque dimanche soir. Vous êtes un monstre. Die Hard, Belle journée pour mourir est un film américain plein d'amour et de tendresse sorti le 14 février 2013, Idéal pour la Saint-Valentin. réalisé par John Moore, un réalisateur irlandais à l'œuvre sur La Malédiction, Ok, Max Payne, d'accord. et récemment IT, ou It, je sais pas vraiment comment ça se prononce, mais rien à voir avec l'extraterrestre ni le clown. Je vois. Des films qui n'ont visiblement pas déchaîné les passions puisque j'ai pu lire ici et là No More Please, un tâcheron, je préfère Roger Moore. C'est nul comme jeu de mots. Ça aurait pu être moi. Mais John Moore est surtout connu comme étant le mec qui a tué Die Hard. Je sens qu'on va passer un bon moment. Die Hard est une saga mythique du cinéma d'action qui débute en 1988 avec le classique Piège de cristal et qui comprend 3 films pour les aficionados, 4 pour les cinéphiles et 5 pour ceux qui n'ont encore jamais vu le dernier opus. Et ça tombe super bien car c'est justement celui qu'on allait regarder aujourd'hui. Dans chaque film, nous suivons les aventures de John McClane, un homme beau, fort, intelligent, courageux, charismatique, bref, un homme auquel beaucoup d'autres hommes pourraient s'identifier, Sauf moi, car je fume pas. et qui va devoir malgré lui sauver des otages, puis un aéroport, puis une ville, puis un pays, Et puis quoi encore, le monde? Bah oui, parce que je l'ai déjà vu en fait. Die Hard, Belle journée pour mourir débute par un plan sur un prisonnier qui joue seul aux échecs, ce qui veut dire qu'il est sûr de gagner, Mais potentiellement schizophrène. et que si je me réfère au dictionnaire des clichés dans le cinéma, C'est sûrement un russe, même s'il manque la bouteille de vodka. une supposition validée par des sous-titres et une langue que je ne comprends pas, puisqu'il s'agit de Yuri Kamarov. enfermé par Victor Chagarin qui est le gros méchant du film comme le montre son surjeu, mais que l'on verra moins de 30 secondes à l'écran. Après quoi, on retrouve John McClane dans un taxi en pleine discussion philosophique, Sex Club. venu à Moscou pour assister au procès de son fils qui se déroule en même temps que celui de Yuri Kamarov, le joueur d'échecs schizophrène. Grâce à son sixième sens, Blague de cinéphile. il perçoit le danger immédiatement, ce qui a l'effet de ralentir le temps avant de tout faire péter devant le tribunal. Le fils de McClane en profite et s'enfuit tranquillement en pleine rue avec Yuri sous les yeux de la police qui ne remarque ni leur tenue de prisonnier, ni leurs menottes. Des menottes qu'ils enlèvent en rentrant dans une camionnette grâce à la magie du cinéma. Et car c'est quand même plus pratique de conduire sans. Aussitôt, ils se font poursuivre par les méchants dans leur blindé et par un John McClane en mode super connard qui arrête un pauvre gars, le tabasse parce qu'il ose parler russe, avant de lui piquer sa bagnole. Manquait plus qu'il lui pisse dessus. Mais heureusement, le film n'a pas le temps, et c'est parti pour une course-poursuite hallucinante dans les rues de Moscou. Hallucinante, mais dans le sens où j'ai rarement vu autant d'erreurs dans une scène. Il traverse la ville à toute vitesse à tel point que le monteur n'arrive plus à suivre et nous fait passer d'un pont à un quai étroit pour finir en pleine avenue où, à force de faire des têtes à queue tous les 100 mètres et de rentrer dans toutes les voitures qui s'envolent au moindre contact, le fils de John pète son phare avant gauche, à moins que ce soit celui de droite, mais en fait non, c'est bien celui de gauche, avant que John pousse les méchants qui terminent leur course dans un camion que l'on a croisé il y a 10 km coincé dans les bouchons. Le tout filmé à partir de quad ou par des caméramans visibles à l'écran. Bref, un grand moment de cinéma. Personne ne portait sa ceinture de sécurité, mais heureusement tout va bien, puisque John McClane est incassable, Blague de cinéphile. et c'est dans une camionnette avec 2 phares flambant neufs Carglass répare, Carglass remplace. qu'il s'enfuit avec son fils et Yuri. Notre brochette de vainqueur se réfugie dans un appartement secret appartenant au FBI puisque le fils de John est en réalité un espion et a sauvé Yuri car il détient des documents compromettants sur Victor Chagarin. Après un petit coup de téléphone à sa fille sans avoir composé le moindre numéro, ce qui veut dire que le faux raccord de l'intro était en réalité un clin d'œil bougrement bien pensé, Bof, c'est juste le talent. les méchants refont la déco de l'appartement secret qui n'est plus secret, à coups d'explosifs qui font boum et de mitraillettes qui font pan, en prenant soin de ne surtout pas blesser nos héros. Plutôt que de nous expliquer comment ceux-ci arrivent à échapper à toute cette armée, le film nous offre des plans aléatoires de Moscou et une magnifique pub pleine de subtilité pour une célèbre chaîne de restauration rapide. Eh, vous êtes sûr qu'ils l'ont vu? Yuri les emmène là où il aurait caché les documents, mais en réalité c'est un guet-apens perpétré par sa fille et un méchant mangeur de carottes
Quoi de neuf, docteur? et qui leur offre un show digne de Broadway plutôt que de les tuer sur le champ, ce qui leur laisse bien évidemment le temps de s'échapper. Encore une fois, ça fait boum, ça fait pan, le mangeur de carottes se téléporte dans l'hélicoptère de l'armée stationné dans le bâtiment d'en face sous les yeux de John et son fils qui observent la scène sans bouger. Ok. L'hélicoptère décolle et se dirige vers eux sans que ça les affole. Vous attendez quoi pour bouger? Et ce n'est que lorsqu'ils se font mitrailler que John est soudainement frappé par un éclair de génie. Alors que vous et moi nous aurions pris l'ascenseur par lequel ils sont arrivés, les McClane préfèrent nous offrir une fuite totalement surréaliste pour laquelle je vais procéder à un kill count, car c'est abusé. Bon, déjà ils sautent par la fenêtre depuis le dernier étage d'un immeuble, mais heureusement une bâche amortit leur chute. Ils sautent une nouvelle fois et traversent 1, 2, 3, 4 planchers de bois, avant d'utiliser une goulotte à gravats qui sert, comme son nom l'indique, à évacuer des gravats, mais qui ici sert à évacuer des dizaines de cartons vides. Le tout bien évidemment sous des rafales de balles gros calibre, mais ça va. Franchement les gars, allez jouer au loto. Comme le film panique à chaque fois qu'il doit raconter quelque chose entre deux scènes d'action, il nous rush l'hypothèse d'une 3ème guerre mondiale si Yuri n'est pas sauvé, une mission que comptent bien accomplir les McClane sans l'aide de personne après cette badigeonnée de mercurochrome. Mercurochrome, le pansement des héros. John trouve les clés d'une voiture qui, par chance, contient un arsenal dans son coffre, et c'est parti pour un road trip vers Tchernobyl parce que... Tchernobyl. Ah non, pas encore. Une fois sur place, nos héros retrouvent immédiatement la trace de Yuri et des méchants qui les ont patiemment attendus dans l'hélico pendant les 12 heures de bagnole, et si vous aussi vous vous demandez... Mais la radioactivité, tout ça c'est fini? Ne vous inquiétez pas car les méchants ont décontaminé les lieux avec des aspirateurs. Bon là c'est trop... Mémo... Défoncer... Le... scénariste. Les méchants ouvrent le coffre-fort où Yuri cache ses documents compromettants sur Kamarov, quand patatras, le méchant mangeur de carottes se fait buter par Yuri d'une balle dans la tête puis dans les pieds, pendant que le gros méchant se fait assassiner à l'autre bout du monde, ce qui veut dire qu'il n'est plus le grand méchant du film. Bref, comme dirait notre ami russe, en gros cette histoire de documents compromettants c'était du pipeau. Yuri voulait juste revenir à Tchernobyl pour mettre la main sur l'uranium enrichi et se faire un max de thunes, ce qui veut dire que l'on passe d'une histoire politique banale et sans intérêt à une histoire d'argent banal et sans intérêt. On a le droit à un moment d'émotion, Je t'aime, petit. conclu par une poignée de main bien virile accompagnée de... Allons exploser quelques salopards. Parce que c'est un film de bonhomme. Ça fait donc boum boum, pam pam, et le bâtiment explose avec les McClane à l'intérieur, mais ça va. Puisque John monte à bord d'un hélico qu'il déséquilibre en se parachutant avec un camion en criant Et bouquet, pauvre con. parce qu'il fallait bien caser cette réplique quelque part, ce qui sauve la vie de son fils in extremis et provoque un magnifique ralenti où celui-ci court vers Yuri après avoir compris qu'il n'était pas gentil et le jette sur les hélices qui passaient par là. Accroché au capot du camion, John profite de la force centrifuge mais surtout de la connerie du scénariste qui ne connaît visiblement pas les lois de la physique pour se propulser tranquillement dans le bâtiment avant de se faire foncer dessus par l'hélico. Dans un ultime ralenti, les deux McClane sautent depuis le dernier étage en évitant les débris, traversent les étages qui heureusement possèdent des plafonds de verre et atterrissent dans la seule piscine de l'établissement. En sortant de la pataugeoire, John dit à son fils que... C'était une super journée. Alors que non, une journée à Disneyland, ça c'est ce que j'appelle une super journée. Bon, sauf quand tu fais 2 heures de queue pour faire Peter Pan, mais tuer des gens, c'est pas ce que j'appelle une super journée. Bref, tous les méchants russes sont morts. Le jour se lève alors qu'il faisait nuit 2 minutes plus tôt. L'hélico transportant des tonnes d'uranium est en feu, mais ça c'est un autre problème, puisque c'est la fin de Die Hard, belle journée pour mourir. Bon... John Moore est effectivement le mec qui a tué Die Hard. Mais nous n'avons pas affaire à un meurtrier solitaire, mais bien à une bande organisée où chaque membre a joué un rôle dans l'assassinat de cette saga mythique. Il serait donc facile de s'attaquer d'entrée à la réalisation de John Moore, et c'est ce que l'on va faire, même si en vérité il n'y a pas grand chose à dire tant celle-ci est dépourvue de la moindre idée de mise en scène. Les scènes d'action sont brouillonnes, voire illisibles lorsque la caméra s'affole, et constamment entrecoupées par d'interminables ralentis aussi moches qu'inutiles, et lorsque le rythme se calme un peu, soit pendant 4 minutes, John Moore se contente de filmer l'action en incorporant aléatoirement des plans à la caméra subjective sans que cela n'ait la moindre justification artistique, juste parce qu'il a trouvé ça joli dans d'autres films. Mais est-ce vraiment étonnant? Je veux dire, Die Hard, belle journée pour mourir est dans la lignée de ses autres longs métrages, à savoir une réalisation sans la moindre saveur qui se contente de respecter un cahier des charges pour satisfaire les attentes d'un studio, soit la définition parfaite d'un yes man. Si ce terme a aujourd'hui une connotation négative, il ne faut pas oublier que certains grands noms du cinéma ont débuté comme réalisateurs de commande au début de leur carrière, comme Martin Scorsese et son premier film hollywoodien Bertha Boxcar de 1972 produit par le fameux Roger Corman, ou encore James Cameron avec son tumultueux Piranha 2
Les Tueurs Volants de 1981. Sauf que vous aurez beau mettre un réalisateur compétent, bon là c'est pas le cas, sa réalisation, aussi somptueuse soit-elle, peut être charcutée par un mauvais montage. Celui-ci a été assuré par Dan Zimmerman, un homme qui a œuvré sur Alien vs Predator Requiem, Ok, Max Payne, car on ne change pas une équipe qui gagne, d'accord, ou encore Le Dernier des Templiers avec un Nicolas Cage aux cheveux longs. je vois. Et son travail sur Die Hard Belle Journée pour Mourir est dans la lignée de ses autres films, à savoir un montage surcuté pour ne pas dire épileptique et parfois même incohérent qui sort immédiatement le spectateur de l'action. Et devinez qu'est-ce qui se passe lorsqu'un mauvais réalisateur s'associe à un mauvais monteur? Bah vous obtiendrez le film que l'on vient de voir. À savoir une succession de scènes sans saveur ni composition, bourrées de faux raccords, d'équipes dans le champ ou d'autres erreurs à cause de la négligence de son réalisateur et de son assistant de mise en scène, mais aussi à cause du manque de précision du monteur qui n'a pas su couper au bon moment. Lâchez rien les gars, vous êtes des champions. Au-delà de sa réalisation scolaire, John Moore nous prouve par ses choix artistiques, par ses choix quoi, qu'il est davantage un yes man qu'un véritable amoureux de la saga. C'est le cas notamment de sa Extended Cut, qui nous offre de nombreuses scènes inédites, Pour 3 minutes de bonheur en plus. ou encore du choix du ratio de cadre, soit le terme savant pour simplement désigner le format, qui passe d'un 2.35 utilisé dans les 4 films de la franchise à un 1.85 plus classique, couramment appelé format américain. C'est peut-être un détail pour vous, Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. ça veut dire que John Moore compte utiliser les codes des blockbusters lambda plutôt que ceux instaurés depuis Piège de cristal, comme le prouve également l'étalonnage du long métrage. Pour certains réalisateurs, le choix des couleurs est une étape primordiale dans le processus de création et donne une identité propre à leur film. Mais on n'est pas dans un Burton ou un Del Toro. On est chez John Moore. Et John Moore, il copie ce qui marche et applique un filtre bien connu, le Orange and Chill, ou, et je préfère Orange et Bleu Canard en français, qui, comme son nom l'indique, fait ressortir l'orange et le bleu. Et là, vous vous demandez, Pourquoi ces deux couleurs? eh ben tout simplement parce que l'orange est la couleur qui se rapproche le plus du teint des acteurs et le bleu en est l'opposé. Ce contraste permet de mettre en avant les personnages, de créer de la profondeur et de dynamiser l'image. Un constat qui s'applique davantage aux blockbusters d'action puisque les explosions appartiennent également au spectre de la couleur orange, comme l'illustre parfaitement Transformers de Michael fucking Bay sorti en 2007, film considéré comme étant à l'origine de cet engouement pour le orange et bleu canard. À défaut d'être à l'origine d'une excellente saga, Mais d'autres cinéastes pensent surtout que ce style visuel s'est démocratisé car, à force de voir la deadline se rapprocher de plus en plus, tu arrêtes de te tuer à la tâche et tu te dis « Merde, tout le monde aime l'orange et le bleu ». ce qui est tout aussi plausible que de dire que Michael Bay a révolutionné l'étalonnage. Toutefois, qu'importe les couleurs choisies, et même si celles-ci sont utilisées par des centaines d'autres films, c'est avant tout le savoir-faire du chef opérateur qui en garantit la beauté. Ou la laideur, en ce qui nous concerne. Oui, car l'étalonnage de Die Hard Belle Journée pour Mourir est très mal ajusté. Et pour le coup, la faute est partagée avec le français Jonathan Solar, directeur de la photographie sur des films comme Confession d'un cannibale, Ok, Max Payne, pour changer, d'accord, ou encore, parce que le monde est petit, Transformers The Last Night de Michael Bay. je vois. Résultat, le film ne semble jamais trouver son équilibre visuel. Il oscille entre luminosité trop élevée qui accentue les contrastes et rend les scènes surréalistes de par son esthétique, et une luminosité trop faible qui, combinée avec le filtre bleuté, vient ternir l'image pour la rendre froide en plein jour et trop sombre lors du troisième acte nocturne, Ce qui en fait donc la partie la plus regardable, car on voit rien. Bref, vous l'aurez compris, le film est une catastrophe sur la forme. Et si vous avez bien suivi la première partie de la chronique, vous vous êtes rendu compte qu'il en est de même sur le fond. La faute au scénario écrit par Skip Woods. Et je vais enfin pouvoir dire ce que je pense de lui. T'es qu'un con. Voilà, c'est sorti. Maintenant, essayons d'être un peu plus constructifs. L'intrigue est d'une banalité affligeante, bourrée à ras-bord de stéréotypes que ce soit dans ses personnages, sa narration ou sa structure, rendue faussement complexe par des retournements de situation grotesques, tout ça pour nous faire oublier qu'elle n'est qu'un prétexte à un enchaînement de scènes d'action. Enfin, 3 scènes seulement, hein. Entrée, plat, dessert. Sauf que l'on est plus proche du restaurant en faillite de Cauchemar en cuisine que du gastronomique, tant ces scènes ne font preuve d'aucune originalité, à croire que le scénariste a exposé ses idées sur 3 post-it où il aurait écrit vroom vroom, pan pan, boum boum. 3 onomatopées, Wow, je crois que j'ai pas dit ce mot depuis le CM2. qui résument à eux seuls le long métrage puisque ces scènes sont reliées par des ellipses afin que le spectateur n'ait surtout pas le temps de rebrancher son cerveau, d'où sa durée ridiculement faible pour un film du genre. À titre de comparaison, même Rambo 3, sorti la même année que Piège de cristal, avait un scénario plus profond. Effectivement, hein, c'est plus profond. Et c'est justement ça le plus gros problème de Die Hard Belle Journée pour Mourir. Il sort en 2013 mais ressemble à tous ces films d'action des années 80. En moins bien évidemment. Des films souvent moqués aujourd'hui mais qu'il est important de recontextualiser. Remontons donc le temps en 1988 et pour ça je n'ai pas de DeLorean mais un super montage nostalgique. 1988. Canal+ diffusait la première des guignols de l'info. Le FC Metz gagne la Coupe de France à une époque où la Ligue 1 avait encore de l'intérêt. Les jeunes passent des nuits de folie au son de début de soirée.
Et Hollywood sort depuis 10 ans des films à base de muscles et de testostérone dans une Amérique encore marquée par la guerre du Vietnam, le temps des action heroes. Ce temps où Schwarzenegger et Stallone étaient en haut de l'affiche avec leurs biceps plus larges que ma cuisse, leurs mitraillettes prêtes à dézinguer les ennemis de l'Amérique et leurs accroches à 2 balles. Quelqu'un doit payer. Et si comme moi vous avez du temps à perdre, alors je vous invite à regarder les bandes annonces de ces films. C'est juste à mourir de rire. Et pourtant cette année-là, un film va révolutionner un genre tout entier, Piège de cristal. Ce classique est réalisé par John McTiernan, un homme qui redéfinissait déjà les codes du cinéma d'action dans son film précédent, un certain Predator avec Schwarzenegger, et qui poussa le concept à son paroxysme en 1993 dans Last Action Hero avec Schwarzenegger. Un grand nom du 7e art donc qui était promis à une carrière exceptionnelle, mais qui finira en prison, est complètement fauché, et qui nous montre ici tout l'étendue de son talent. Guidé par cette volonté d'ancrer son récit dans le réel, McTiernan propose une réalisation tout en sobriété, qui cache en réalité d'innombrables idées de mise en scène. Le rythme est haletant, tout en conservant un parfait équilibre entre exposition et action, des scènes d'action mémorables sans jamais tomber dans la surenchère. Alors oui, il y a des fusillades, oui, il y a des explosions, en même temps on parle pas de Dora l'exploratrice, mais elles sont constamment ramenées à hauteur d'homme, d'où une sensation de réel durant ces 132 minutes à la limite du reportage télévisé. Cette crédibilité renforcée par le scénario de Jeb Stuart et Steven E. D'Souza, librement adapté du roman Nothing Lasts Forever de Roderick Thorpe, publié en 1979. Comme quoi, faire une bonne adaptation, c'est possible. Un scénario de prime abord simple, puisqu'il reprend la structure classique d'un film d'action, mais qui dynamite les codes préétablis. Vous vous attendez à une menace mondiale, des scènes d'action complètement abusées, un humour bien lourdingue et un héros qui dézingue des dizaines d'ennemis. Vous aurez une simple prise d'otage dans un immeuble, des scènes d'action plausibles, un humour subtil et un héros qui dézingue des dizaines d'ennemis. Mais oubliez le macho-man, sa veine prête à exploser sur son biceps, ses muscles qui frémissent sous les coups de la sulfateuse, sa peau à l'épreuve des balles et des explosions, son regard qui laisse deviner le vide intellectuel qui l'habite. Car ici nous avons John McClane. Bon, le gars c'est pas un coton-tige non plus. Mais on échange le militaire born in the USA pour un simple flic père de famille dans un couple au bord de la rupture. Un homme comme il en existe des milliers qui se retrouve malgré lui impliqué dans une affaire qui le dépasse et qui va tenter tant bien que mal de s'en sortir en faisant parler ses neurones avant ses muscles. Il ne les utilisera qu'en dernier recours, alors certes avec beaucoup de réussite, mais sans jamais être épargné à tel point qu'on se surprend à avoir peur pour sa survie. Sauf si, comme moi, vous avez commencé par une journée en enfer. Ordinaire, vulnérable, dépassé, McClane tire toute sa force de ses faiblesses qu'il tente de masquer derrière un humour corrosif. Yippee-ki-yay, pauvre con. Anti-héros par excellence, il est encore aujourd'hui l'un des personnages les plus populaires et charismatiques du cinéma, et ce malgré ce 5e opus. Comme quoi le monde n'est pas si rancunier que ça, un constat ironique lorsque l'on sait que le producteur du film Joel Sliver souhaitait initialement engager Schwarzenegger ou Stallone, mais ils refusèrent. C'était pas ma guerre! C'est ainsi que Bruce Willis débarque sur le projet, lui qui vient tout juste d'obtenir son premier rôle majeur au cinéma dans la comédie romantique Boire et déboire de Blake Edwards, après avoir incarné pendant 5 ans le détective David Addison dans la série Clair de Lune. Mais c'est pas tout. The Return of Bruno, un merveilleux album qu'il interprète également dans le faux documentaire éponyme, un concentré de moments d'anthologie. Un choix risqué mais gagnant, puisque Bruce Willis ne se contente pas de jouer John McClane, il est John McClane. Le personnage a été construit en fonction de Bruce. Un rôle qui le propulsa sur le devant de la scène internationale, lui permit de tourner avec les plus grands et de devenir l'un des acteurs les plus rentables de l'histoire du cinéma. Mais tout héros ne peut exister sans un antagoniste à sa hauteur. Impossible donc de ne pas parler de la performance du regretté Alan Rickman, qui incarne ici un méchant emblématique du cinéma. Enfin, si vous arrivez à voir autre chose que le professeur Rogue avec un bouc. Monsieur Potter. Bref, vous l'aurez compris, Piège de cristal est un excellent film qui dynamite les clichés du héros invincible et décérébré qui tue tout le monde et fait tout péter avant de partir sous un coucher de soleil. Pardon, je me suis trompé dans les images. Je disais donc, Piège de cristal est un excellent film qui dynamite les clichés du héros invincible et décérébré qui tue tout le monde et fait tout péter avant de partir sous un coucher de soleil. Des clichés que la saga évitera dans 58 minutes pour vivre, plutôt d'accord. Une journée en enfer, totalement d'accord. Retour en enfer, avant d'en devenir le porte-étendard dans Die Hard Belle Journée pour Mourir, au point que Bruce Willis semble avoir oublié ce personnage qu'il a pourtant lui-même façonné. John McClane n'est plus qu'un héros sans saveur, à l'image de son interprète qui tend à s'enfermer dans ce genre de rôle depuis une dizaine d'années, et honnêtement ça m'embête, car j'adore Bruce Willis. Mais vraiment, je trouve son jeu d'acteur excellent, ses choix de carrière audacieux avec des films devenus cultes, une voix merveilleuse à chanter des tubes, non, ça c'est pas vrai. Mais sa voix française, quant à elle, fait partie des légendes du doublage grâce au regretté Patrick Poivet. Domaine privé, alors il se démerde. Or ici, je me suis demandé pendant 98 minutes où était passé John McClane. Et ce n'est pas les seconds rôles qui le mettront en lumière vu leur développement aussi large qu'une feuille de PQ et leur interprétation digne d'un spectacle de fin d'année à l'école primaire Jean Écart. Mention spéciale pour Jake Courtney qui tente ici de prendre la relève sans arriver à la cheville de son père, comme avait tenté de faire un certain Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Oui, promis, la chronique arrive.
Un jour. En même temps, est-ce vraiment étonnant de la part d'un scénariste qui nous a déjà éclaboussé de sa subtilité dans G.I. Joe, le réveil du Cobra? Ok. X-Men Origins Wolverine avec son infâme Deadpool. D'accord. Ou encore Hitman de 2007 et son reboot de 2015 qui réalise l'exploit d'être encore plus mauvais. Je vois. En fait, il n'y a personne de compétent sur le film. En résumé, Die Hard Belle Journée pour Mourir est un véritable retour en enfer pour tous les fans de la saga. Le film tombe dans tous les travers et stéréotypes que Piège de Cristal avait parfaitement évité. John McClane n'est plus au mauvais endroit au mauvais moment, Contrairement à moi lorsque j'ai regardé le film. mais a embarqué de son plein gré dans cette caricature involontaire de sa propre franchise. Un banal film d'action qui en plus peine à rivaliser avec les blockbusters actuels tant celui-ci est vide, creux, plat, fade, ennuyeux, décérébré, claqué au sol, le néant absolu. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. John McTiernan lui-même ne semble pas l'apprécier. My relationship with Bruce is just fine, so I probably shouldn't comment on the others. Mais l'échec total du film est-elle vraiment la faute de toutes ces personnes créditées au générique? Bon, clairement oui. Mais sont-ils les principaux fautifs? Ne faut-il pas plutôt blâmer ce studio qui a envisagé ces personnes, malgré leur CV guère flatteur, persuadé que moins par moins ferait plus? Ce même studio qui a approuvé l'idée de ce scénario et offert un budget de 92 millions de dollars. Alors la 20 ou Disney, la prochaine fois que vous ne savez pas quoi faire de votre argent, envoyez-le moi à cette adresse. Un studio dont la seule bonne idée est d'avoir appelé son film Belle Journée pour Mourir, car cela illustre parfaitement le devenir de cette saga mythique du cinéma d'action, comme le prouve l'annulation d'un 6ème opus pourtant prévu. Bref, la seule qualité de ce 5ème film est de m'avoir fait réévaluer l'épisode 4, Et pourtant, c'était pas gagné. Hein. donc si vous voulez passer un bon moment nostalgique, regardez à nouveau les 4 premiers films, regardez la filmographie de McTiernan, et si ça ne suffit pas, prenez votre skate, votre Walkman avec Respect Yourself à fond dans votre casque, tout en faisant des bulles avec votre Tubble Gum.